Bienvenue dans ce live sur les 10 secrets de la réussite au CRPE 2022. Je me présente, je m'appelle Anthony, je suis responsable de la préparation objectif CRPE. Et ce soir, je vais essayer de tout vous dire sur le CRPE 2022, les nouvelles épreuves, la réforme et surtout, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et il y a également Joséphine qui est là dans le chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit sur le concours 2022, sa préparation, notre préparation chez Objectif CRPE. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat, j'aurai un regard dessus. Dites-moi si tout va bien en termes de son et d'image. Bonsoir Julia, Jean-Christophe, Sylvia, Jennifer, Sandra, Camille, Caro. Voilà, vous êtes déjà nombreux et nombreuses dans le chat, donc bienvenue à tous. On va commencer doucement avec un petit coup d'œil sur le sommaire de ce live, puisque comme vous le voyez, nous allons rester ensemble environ 1h30, on va essayer de ne pas faire plus pour essayer de développer tous ces points-là. Je parlerai tout d'abord des actualités liées à la réforme, le détail des nouvelles épreuves bien entendu, en passant par les épreuves écrites, donc épreuves disciplinaires de français et de mathématiques, puis les épreuves écrites d'application, l'épreuve écrite d'application, les épreuves d'oral ensuite, l'épreuve orale de leçon et l'épreuve orale d'entretien. On parlera rapidement aussi de l'épreuve facultative de LVE bien entendu. Et enfin, on finira avec des petits conseils sur la gestion du temps, l'importance des entraînements, l'attitude à l'oral que vous devriez avoir et comment valoriser son expérience donc durant ces périodes d'entretien que vous aurez pendant le concours. Et enfin, se faire accompagner ou pas, on essaiera de répondre ensemble à cette question. On me dit dans le chat que tout est parfait et donc on peut commencer avec un petit point dans un premier temps sur les actualités liées à la réforme et aux inscriptions puisque on est dans une année de réforme et donc vous devez de vous tenir au courant au maximum de toutes les nouveautés liées à ce concours et à cette nouvelle session liée à la réforme. Alors, tout d'abord, on parle de quoi? On parle d'une réforme qui est dans les cartons depuis 2018. Alors, elle a été reportée en 2022, elle devait avoir lieu en 2021. Elle a finalement été reportée pour cette année en ce qui concerne le concours. Le principe, c'est qu'il y ait en fait un dispositif de pré-professionnalisation et le principal changement, c'est que les épreuves sont déplacées à la fin du M2 et non plus au milieu de l'année entre la M1 et le M2. Alors pourquoi une réforme? J'ai commencé à l'expliquer. La place du concours déjà qui coupait les 2 années de Master MEF, c'était pas super pratique. Il y a aussi une volonté d'attirer plus grâce à une réforme du concours, mais aussi de tout le cursus qui amène à passer ce concours. Et un des points aussi soulevés, c'est que la formation des professeurs apparaît comme étant déconnectée du terrain. Donc, il y a eu une volonté de réformer vraiment tout ça. Donc, on a réformé la formation des enseignants, puisque il y a 2 ans maintenant, je crois, les ESPE sont devenus des INSPE et sont donc dirigés par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un dispositif, j'en ai parlé, de pré-professionnalisation dès la licence. Donc, ceux qui sont en licence 3 peuvent d'ores et déjà être en alternance et donc commencer à travailler dans les écoles. La refonte du master a eu lieu déjà l'année dernière et le concours va changer cette année et donc pour la session 2022. Ce que l'on sait, donc, ce sont les épreuves, qu'on connaît les nouvelles épreuves. Il y a désormais 3 épreuves d'admissibilité écrites et 2 épreuves d'admission orale. Donc avant il y en avait 2 et 2. Et on sait également que tous les concours sont maintenus puisque, on va le voir juste après, il y a différentes voies pour accéder à ce concours et pour s'y inscrire. On va le voir. Et comme vous pouvez le voir, le concours externe est ouvert donc au M2 et puis au M1. Les parents de 3 enfants, l'exception, de même que les
sportifs de haut niveau peuvent également passer ce concours externe. Et c'est également le même critère pour le troisième concours, le même critère qu'avant, c'est-à-dire justifié de 5 années d'expérience dans le privé. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'après-concours. Rien n'a été officialisé, mais on entend déjà des bruits de couloirs, et notamment dans les INSPE. A priori, eh bien, les personnes qui ont déjà validé leurs 2 années de master pourront, après le concours, passer une année en tant qu'alternant, et en fait en étant que dans une école, alors que ceux qui n'ont pas validé le master de MEF pourraient avoir comme le système actuel, c'est-à-dire une année d'alternance entre l'INSPE et une classe à gérer déjà à mi-temps. Mais voilà, rien n'est officiel et bien entendu, on vous tiendra au courant sur nos réseaux dès qu'on aura des informations là-dessus. Alors, les conditions d'inscription, j'en ai parlé. Il y a donc différentes voies d'accès. Il y a la voie externe et la voie interne. Pour ce qui est la voie externe, vous avez le premier concours, ce qu'on appelle aussi le concours externe, qui est ouvert aux personnes qui ont un M2. Peu importe le M2 que vous avez, vous êtes éligible, si vous avez déjà validé ou si vous êtes en cours de validation de ce M2, c'est-à-dire que si vous êtes inscrit en Master 2, eh bien vous pouvez passer le concours dès cette année, mais il faudra valider le M2 si vous avez le concours pour être reçu. L'exception dont j'ai parlé et qui reste même avec la réforme, c'est les parents de 3 enfants. Ce concours externe est ouvert également aux parents de 3 enfants et aux sportifs de haut niveau. Ça, c'est bon à savoir. Le troisième concours externe, lui, est ouvert à toutes les personnes qui sont capables de justifier de 5 années d'expérience dans le privé. Donc 5 années d'expérience professionnelle, peu importe le domaine, tant que vous arrivez à justifier cela grâce à des fiches de paie, à des contrats, etc. Et donc là, vous pourrez vous inscrire à ce troisième concours. Du côté de la voie interne, vous en avez 2 principaux. Le premier concours interne, où là, il est ouvert à toutes les personnes qui ont au moins 3 ans d'expérience comme instituteur titulaire. Alors, c'est un concours qui se fait de plus en plus rare. Il y a très peu de postes ouverts chaque année. Pourquoi? Parce que, il est ouvert en fait aux personnes qui ont passé l'ancienne version du CRPE, quand les UFM existaient encore, et du coup, ce sont des personnes qui bientôt seront quasiment toutes peut-être à la retraite, et du coup, il y a peu de postes qui sont ouverts, et je ne sais pas si ça peut vous concerner. En tout cas, sachez que c'est un concours assez particulier, et ce soir, nous parlerons seulement du concours qui concerne le concours externe, le troisième concours externe, et le second concours interne, qui ont exactement les mêmes épreuves. Et donc le second concours interne, il concerne toutes les personnes qui peuvent justifier de 3 ans d'expérience, cette fois dans le public, et qui ont également un niveau au moins licence en termes d'années d'études. Voilà, j'espère que tout est clair en termes des voies d'accès sur les différents concours. Dites-moi dans le chat quel concours vous voulez passer. Tite Steph demande: l'expérience de 5 ans peut être entrecoupée. Oui, vous pouvez justifier d'avoir fait 2 ans puis 3 ans ailleurs. Si en tout ça fait bien 5 années d'expérience professionnelle, c'est bon pour vous. Jean-Christophe, quelle différence au final entre les concours? Eh bien, je dirais que les différences principales, on va le voir en partie, ce sont le nombre de postes qui sont ouverts pour chaque concours. Il y a beaucoup plus de postes ouverts dans le premier concours externe que dans le troisième concours. Et du coup, il y a il est plus facile, en tout cas dans la majorité des académies, statistiquement parlant, de réussir le premier concours parce qu'il y a beaucoup plus de postes, il y a aussi beaucoup plus de candidats. Mais il est quand même plus facile, en tout cas les taux d'admission sont plus élevés dans le premier concours externe que dans le troisième concours. Et ensuite, les différences, ça dépend de votre parcours. Certains vont pouvoir s'inscrire qu'au troisième concours, d'autres qu'au second concours interne, si vous travaillez dans le public par exemple. Il y a également des personnes peut-être qui vont être éligibles à plusieurs concours. Et là, il faudra faire un choix.
un choix qui restera personnel, même si ce n'est pas évident hein, de choisir entre le premier concours externe et le troisième concours externe, puisque parfois d'une année sur l'autre, eh bien, les taux d'admission vont varier, mais il faudra faire un choix puisque toutes les épreuves ont lieu le même jour, les épreuves écrites, et du coup, eh bien, il faudra se décider entre ces concours. Apparemment, il y a pas mal de troisième concours, hein. Amélie, Réjeanne, Sandra, Sylvia, vous êtes plutôt Claire aussi, Jennifer, vous êtes plutôt troisième concours. Sonia, elle est plutôt premier concours, de même que Samrani. Voilà, il y a un peu de tout. Pour l'instant, je vois pas encore de second concours interne. Alors, il y a une question d'ailleurs. Le concours interne peut être ouvert aux contractuels. Alors, Caro, si ton contrat en tant que contractuel est considéré de droit public, alors oui, tu pourras, si tu as fait 3 ans d'expérience en tant que contractuel, tu pourras effectivement passer le concours. Il faut juste vérifier du coup ce point-là sur le fait que ton contrat, quand tu es contractuel donc à l'éducation nationale, c'est du public ou du privé. Si c'est du public, tu peux passer le second concours interne en justifiant aussi d'un niveau au moins licence. Et si c'est un contrat dans le privé, dans ce cas-là, il faudra passer par le troisième concours externe. Céline qui dit qu'elle peut passer le troisième concours, mais elle est maman de 4 enfants. Donc Céline, si tu as déjà travaillé 5 années dans le privé, tu peux passer effectivement le troisième concours, mais en étant maman de 4 enfants, tu peux aussi passer le premier concours externe. Et ça peut être un peu plus facile, ça dépend des académies, encore une fois, et des années, mais tu peux en tout cas, tu es éligible aux deux. Alors, j'en ai parlé, les différences, hein, c'était la question de Jean-Christophe. C'est les mêmes épreuves, ce sont également les mêmes jurys que vous avez trouvés en face de vous ou qui vont corriger vos copies. Et les différences principales, donc comme j'ai dit, le nombre de postes disponibles et de candidats aussi diffèrent. Donc pour le premier concours externe, comme vous le voyez, il y avait plus de 9400 postes offerts l'année dernière, donc en 2021, et 29 000 candidats. Donc vous voyez que c'est assez énorme. Le troisième concours, il y avait seulement 700 postes, mais seulement aussi 2300 candidats. Donc si vous faites un petit rapport, vous voyez qu'il y a comme ça un peu plus de chances de réussir le concours externe a priori. Oui, c'est bien ça. Mais eh bien, cela dépend ensuite des candidats qui sont admis. Mais ça, c'est sur les taux d'admission et vous avez sur le site devenirenseignant.gouv.fr eh bien toutes les statistiques, académie par académie, des différents concours et des taux de réussite. On va y revenir hein, sur le choix de l'académie. Donc pour finir avec ça, il faudra bien absolument, là c'est votre priorité quand vous vous dites, je ne sais pas si dans le chat vous êtes nombreux à vous être déjà décidé à savoir que vous voulez passer le concours. Dans tous les cas, il faudra vérifier hein, tout de suite si vous êtes bien éligible à un des concours. Ça serait horrible de bien se préparer toute l'année et réaliser à quelques jours de l'examen ou même après avoir passé les écrits, parce qu'ils ne vérifient pas tout de suite, que vous n'êtes finalement pas éligible. Donc attention à ça. Donc il faudra bien vérifier que vous avez les bons diplômes et que vous avez travaillé le bon nombre d'années par exemple. Autre choix que vous aurez à faire au moment de l'inscription, eh bien, c'est de passer le CRPE public ou privé. Alors, quelle différence encore une fois? Le CRPE public, c'est pour travailler dans une école publique, le privé, dans une école privée. Ça, c'est assez logique. C'est un choix qui va se faire donc à l'inscription. Et eh bien, c'est un choix assez important puisque une fois que vous avez passé le concours privé, vous ne pourrez pas retourner dans le public. En tout cas, ou alors il faudra repasser le concours. Donc attention à ça, il y a très peu de passerelles. Si vous êtes dans le public, il est possible parfois de passer dans le privé, mais l'inverse c'est complètement impossible et dans tous les cas, il vaut mieux se dire que eh bien, vous faites le bon choix tout de suite. Et de même, hein, vous pouvez vous inscrire à la fois sur le concours public et privé. De même, vous pouvez vous inscrire sur le concours externe et le troisième concours et décider pendant l'année lequel vous allez passer. Donc vous vous inscrivez, les inscriptions se font à l'automne et ensuite eh bien, vous avez jusqu'aux épreuves écrites pour vous décider, savoir si vous allez vous présenter plutôt pour le privé ou le public ou pour le troisième concours, le premier concours externe, si c'est les choix que vous avez à faire.
Encore une fois, la différence entre le privé et le public, donc en dehors du fait que vous allez travailler dans des écoles un peu différentes, eh bien, c'est le fait que le nombre de places offertes, encore une fois, diffère avec des taux de réussite différents. Il y a moins de places et de postes offerts dans le privé, donc ce qui fait que le taux de réussite est un peu plus faible dans le privé. En 2020, c'était pour le concours externe 23% dans le privé contre un peu plus de 30% pour le public. Sinon, c'est les mêmes épreuves, on l'a dit, les mêmes jurys. Il y a quand même des représentants des établissements privés qui sont ajoutés pour les oraux lorsque vous passez dans le privé. Et il y a une démarche supplémentaire à faire si vous souhaitez passer dans le privé, c'est que vous devez obtenir ce qu'on appelle l'accord précollégial, c'est-à-dire que vous devez faire une sorte d'entretien pour valider le fait que si vous êtes admis au concours dans le privé, eh bien, vous serez bien accepté par un chef d'établissement d'une école privée. Donc ça, c'est à faire pendant l'année le plus vite possible. Donc si vous souhaitez faire ça, eh bien, il faut contacter le diocèse de votre académie pour pouvoir passer cet accord précollégial. Le choix de l'académie, j'en ai parlé rapidement, c'est très important pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que d'une académie à l'autre, vous allez avoir des taux de réussite très différents. En 2020, par exemple, il y avait 14% de réussite à Toulouse, ce qui est assez peu, contre 80% à Versailles. Pourquoi? Tout simplement, c'est la loi de l'offre et la demande. À Toulouse, il y a beaucoup moins de postes alors qu'il y a pas mal de candidats par rapport à ce nombre de postes. Au contraire de Versailles où il y a beaucoup de postes. Il y a aussi beaucoup de candidats mais pas assez pour remplir tous les postes qui sont offerts et qui sont ouverts dans cette académie. C'est un choix engageant aussi, cette académie, puisque, une fois que vous avez choisi l'académie, que vous êtes admis dans une académie, vous allez rester souvent plusieurs années avant de pouvoir changer d'académie. Tout simplement parce qu'il y a un système ensuite de points qui vous permettra de demander des mutations pour changer d'académie. Mais si vous demandez au bout de 2 ou 3 ans, vous aurez assez peu d'ancienneté, donc assez peu de points. C'est des systèmes de points qu'on gagne grâce à l'ancienneté, grâce aussi au fait d'être marié, d'avoir des enfants, etc. Mais du coup, vous serez toujours désavantagé par rapport à des personnes qui travaillent depuis 10-15 ans, qui auront accumulé beaucoup plus de points et qui veulent aussi changer d'académie et qui seront donc prioritaires et qui pourront peut-être changer d'académie. Et vous devrez attendre d'avoir assez de points. Et parfois, c'est 10-15 ans qu'il faut travailler dans une académie donnée avant de pouvoir changer. Donc attention à ça, il ne s'agit pas de passer le concours dans des académies très faciles. Le but, c'est de vraiment passer dans l'académie que vous souhaitez. Et de même, comme je l'ai dit auparavant, vous avez la possibilité de vous inscrire dans plusieurs académies et ensuite d'attendre le jour des épreuves écrites pour choisir dans quelle académie vous souhaitez. Il faudra simplement se présenter dans l'académie que vous visez finalement. Alors, je regarde rapidement s'il y a des questions dans le chat avant de passer aux sessions complémentaires. Alors, Claire, être professeur suppléant permet-il de s'inscrire à un concours interne? Alors, de même, tout à l'heure, on a parlé des personnes qui étaient contractuelles. Cela va dépendre du contrat que tu as quand tu es professeur suppléant. Est-ce que c'est un contrat de droit privé ou de droit public? Et en fonction de cette réponse-là, tu pourras, si c'est un contrat de droit privé, il faudra avoir justifié d'au moins 5 ans d'expérience en tant que professeur suppléant ou en tant que autre chose. Il faut que ce soit dans le privé. Du coup, si c'est dans le public, effectivement, il faudra justifier 3 ans d'expérience en tant que professeur suppléant et avoir un niveau licence, encore une fois. Maëlys, si on a déjà eu le préaccord collégial en 2021, est-ce qu'il faut le repasser? Alors non Maëlys, le préaccord collégial est valable, il me semble, 3 ans
à vérifier auprès de ton diocèse par exemple, mais il est valable pendant quelques années il me semble, donc rapproche-toi de ton diocèse pour te renseigner, mais a priori c'est bon pour toi pour cette année. Alors les sessions complémentaires, alors on ne sait pas s'ils seront de nouveau, si elles seront reconduites, ces sessions complémentaires. L'idée en fait c'est que dans les académies de Créteil et Versailles, ce sont 2 académies qui recrutent beaucoup et donc qui offrent beaucoup de postes et donc chaque année, il n'y a pas assez de candidats pour remplir tous ces postes-là et donc ils sont obligés, en plus du concours normal, de faire ce qu'on appelle une session complémentaire. Il s'agit eh bien de faire un deuxième concours tout simplement chaque année. À Créteil, c'est depuis 2015 qu'il existe cette session complémentaire. À Versailles, ça a eu lieu entre 2018 et 2020. En 2021, il n'y en a plus eu. Et donc, c'est un concours supplémentaire, un peu en décalé. Hein. Les inscriptions se font plutôt en février-mars. Les épreuves écrites sont plutôt fin avril et les épreuves orales plutôt début juillet. Donc, c'est tout décalé par rapport au concours normal. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait. Je vous en parle, mais on ne sait pas encore si ça sera de nouveau reconduit dans le cadre de la réforme. Mais il est possible que vous ayez cette chance supplémentaire, notamment si vous êtes de ces académies, ou si vous êtes d'une autre académie mais que vous voulez absolument devenir professeur des écoles, peu importe l'académie, ben vous pouvez tenter cette seconde chance si du coup il est maintenu. Petit point sur les attestations, ce sont des choses aussi que vous allez devoir justifier. Alors il ne faudra pas les donner, ces attestations, tout de suite au moment de votre inscription, mais il faudra les donner pendant l'année et donc vous avez 2 attestations obligatoires, il faut le savoir. Une attestation de secourisme qui est le PSC1 ou équivalent. Vous trouverez la liste des attestations équivalentes au PSC1 sur le site, encore une fois, hein, devenirenseignant.gouv.fr. Et il faut également avoir une attestation de natation, un brevet de natation de 50 mètres. Et ça serait dommage quand même de ne pas passer ces attestations, enfin de ne pas valider ces attestations, puisque sans ces attestations, vous ne pourrez pas être admis. Et donc il faudra tout simplement les télécharger sur votre espace personnel d'inscription, puisque les inscriptions se font sur un site qui s'appelle Cyclades, et les dates auxquelles il faudra télécharger ces documents, ces justificatifs, dépendent d'une académie à l'autre, hein, enfin dépendent de l'académie. Donc il faudra bien surveiller les dates pour bien respecter, car encore une fois, si vous ne respectez pas ces dates-là, vous pourrez perdre l'admission si vous allez jusqu'au bout. Alors, je regarde rapidement avant de passer aux nouvelles épreuves. Question de Chloé, les attestations de natation et de PSC1 sont valables pendant combien de temps? Alors elles n'ont pas de date limite, donc vous pouvez tout simplement les passer, si vous avez passé le PSC1 il y a 8 ans, il y a 10 ans, c'est bon pour vous. De même pour le brevet de natation, il n'y a pas de date limite. Et donc pareil Réjeanne, hein, s'il y a 10 ans, c'est bon. Pareil pour Fabien. Et pareil pour Cécile, vous avez tous la même question sur ces attestations qui sont valables, donc peu importe l'année à laquelle vous avez passé ces attestations. Alors, les nouvelles épreuves. Il y a donc désormais, pour ceux qui connaissaient l'ancienne version, qui ont déjà passé le concours, vous avez désormais 3 épreuves d'admissibilité, donc 3 épreuves écrites d'admissibilité. On va y revenir en détail, hein, mais je vous détaillerai chaque épreuve juste après. Et vous aurez 2 épreuves orales d'admission. Et il y a, nouveauté aussi, une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère. Et là, vous avez le choix entre 4 langues. De même, on y reviendra juste après. Un petit coup d'œil sur, en termes de points, de coefficients et donc de stratégie aussi peut-être pour vous. Il faut savoir donc que les 3 épreuves écrites valent pour 11% de la note finale pour chacune des 3 épreuves écrites, puisqu'elles sont toutes notées sur 20 points et sont toutes de coefficient 1. Elles ont également comme point commun d'avoir une note éliminatoire fixée à 5 sur 20. Je passe, puisqu'on reviendra ensuite en détail sur chacune des épreuves écrites et les épreuves orales.
là, comme vous pouvez le voir, les coefficients sont plus importants et donc, eh bien, encore une fois, comme l'ancienne version du concours, eh bien, les oraux comptent vraiment pour beaucoup de points, puisque l'épreuve de leçon va compter pour 44% de la note finale, donc quasiment la moitié. Elle est notée sur 20 points, mais c'est le coefficient qui est de 4 qui permet d'avoir de représenter un gros pourcentage de la note finale. La note éliminatoire, elle est fixée à 0, tout comme l'épreuve d'entretien qui, elle, est de coefficient 2 et donc va représenter 22% de la note finale. Donc ce qu'on peut conclure par rapport à ces chiffres, eh bien tout simplement c'est que vous avez un tiers seulement des points qui sont sur les épreuves écrites. Donc c'est vraiment, vous le voyez, important eh bien, de commencer à préparer les épreuves orales très tôt dans l'année et d'assurer vos oraux puisque eh bien, la seule épreuve didactique, l'épreuve de leçon, compte pour 44% des points, donc attention à ça. De toute façon, je vais vous le répéter un peu tout au long de la présentation. Alors, on va tout de suite parler des épreuves disciplinaires. Je réponds juste à quelques petites questions. Céline, donc on ne commence pas avec 0 année d'ancienneté. Si on a 20 ans d'ancienneté dans le privé, combien on aura d'ancienneté quand on commencera? Alors, effectivement, c'est une des différences aussi entre le premier concours externe et le troisième concours externe. Dans le concours externe, quand vous vous inscrivez dans le concours externe parce que vous avez un M2 ou parce que vous avez 3 enfants ou plus, eh bien, même si vous avez travaillé dans le privé, vous n'allez pas pouvoir eh bien, bénéficier effectivement d'une reprise de votre ancienneté. Au contraire du troisième concours externe, où là, effectivement, il y a ce qu'on appelle une reprise d'ancienneté, c'est-à-dire que vous avez déjà travaillé donc au moins 5 ans dans le privé, et donc l'idée c'est que si vous avez travaillé entre 5 et 9 ans, vous allez déjà valider, une fois que vous allez être PE, eh bien je ne sais plus les correspondances, peut-être 2 ans je crois d'ancienneté, en fait ils récupèrent l'ancienneté du privé pour le mettre en tant que prof. Et donc il y a un tableau de correspondance, si c'est entre 5 et 9 ans d'ancienneté dans le privé, vous allez avoir 2 ans d'ancienneté en tant que PE, etc. Donc ça, vous pouvez avoir ce petit tableau-là en contactant par exemple les syndicats de professeurs des écoles. Et donc 20 ans d'ancienneté dans le privé par exemple, je ne sais pas à combien ça correspond ensuite, mais je crois que ça doit être peut-être 5 ans, mais je ne suis pas sûr de ce chiffre-là, mais voilà, il y a cette correspondance qui existe, et donc cette reprise d'ancienneté n'existe que lorsque vous vous inscrivez au troisième concours externe. Donc bonne question de Céline. Mrs demande, est-ce que l'année d'alternance compte comme année d'expérience? Alors a priori non. Ce n'est pas compté comme année d'expérience. En tout cas, sur, encore une fois, devenirenseignant.gouv.fr, vous avez les détails et il est précisé que les années d'alternance sont décomptées. Alors, pour nous décompter, ça veut dire qu'ils sont retranchés. Mais pour être sûr, vous pouvez contacter, dans tous les cas, le service concours de votre académie. Peu importe la question que vous avez, enfin si vous avez le moindre doute, il ne faut pas prendre de risque et donc il faudra contacter le service concours pour qu'il puisse vous confirmer ou infirmer eh bien, votre éligibilité à tel ou tel concours. Voilà pour vos questions et donc on va tout de suite parler des épreuves disciplinaires. Alors il y a 2 épreuves disciplinaires, français et mathématiques, qui font partie, donc c'est 2 des 3 épreuves écrites d'admissibilité. Et on va commencer par le français. Alors le français, c'est une épreuve qui durera 3 heures et elle est composée de 3 parties. La première partie va être l'étude de la langue, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement la grammaire. Donc là, vous aurez des questions de grammaire. La deuxième partie va se focaliser dans la grammaire sur le lexique et la compréhension lexicale. Et enfin, dans une troisième partie, vous aurez un raisonnement rédigé à faire. Et donc, la grammaire, certainement vous connaissez, vous avez tous vu ça à l'école. Pour ce qui est du raisonnement rédigé, eh bien, je vous explique un peu plus en détail ce que c'est. Vous aurez en fait comme support du sujet de français un texte. Donc ça peut être un extrait de roman, de littérature, d'essai, littérature d'idées, d'essais.
En tout cas, c'est un texte de 400 à 600 mots. Donc il faudra que vous, comme ça, si vous voulez vous entraîner chez vous, alors il y a des sujets zéro, on y reviendra, mais vous pouvez essayer de voir 400-600 mots, combien ça peut représenter de lignes, pour que vous vous habituiez aussi à lire ce genre de texte. Et en fait, vous allez avoir une question qui sera en rapport avec le texte, c'est-à-dire qui évoquera certainement le même thème. Et le but, eh bien, c'est de faire un développement écrit qui sera structuré et rédigé. Donc, attention à la syntaxe, etc. Il faudra également certainement qu'il y ait un plan lors de ce développement écrit. Le but, c'est de répondre à la question. En sachant que, eh bien, dans les sujets zéro, il est précisé que vous devez utiliser votre culture littéraire et personnelle. Donc, il faudra, eh bien, pourquoi pas utiliser des références pour appuyer en fait le développement de votre réponse rédigée à cette question. Donc, nos petits conseils par rapport à cette épreuve de français, la gestion du temps, attention à ça, c'est le risque quand il y a un développement écrit à partir d'une question. Le risque, eh bien, c'est qu'on peut passer 3 heures, 4 heures seulement sur ce développement écrit. Donc le but, ça sera eh bien, d'essayer de passer, allez, on va dire 1h30, 2 heures grand maximum sur cette troisième partie pour vous donner du temps aussi pour eh bien, traiter les 2 premières parties qui eh bien, sont importantes aussi. Donc attention à la gestion du temps, il faudra bien veiller à achever ce devoir et ce sujet. Il faudra également, attention, mettre l'accent sur la lexicologie. Comme on l'a vu, hein, c'est une partie à part entière. Dans le concours précédent, dans la partie 2, il y avait de la grammaire, de la lexicologie, c'était mélangé. Là, il y a une partie vraiment à part et donc attention à ça. Attention également à la relecture. Alors, dans l'ancienne version du concours, vous aviez 5 points qui étaient seulement dédiés à l'orthographe, la syntaxe, etc. A priori là, ce ne sera pas le cas. En tout cas, on n'a pas toutes les consignes par rapport au barème de points. Mais dans tous les cas, on le sait, c'est une épreuve écrite en plus de français et donc il faudra faire très attention à l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation et le vocabulaire puisque eh bien, il est important que, en tant que futur professeur des écoles, vous montriez que vous maîtrisez déjà eh bien, la langue française à l'écrit et puis eh bien, on le vérifiera également à l'oral grâce aux épreuves orales et aux entretiens. Donc en gros, cette épreuve disciplinaire, cette nouvelle épreuve disciplinaire de français, elle correspond plus ou moins là, aux parties 1 et 2 du CRPE, de l'ancien CRPE, pas du CRPE actuel, hein, puisque ça y est, c'est fini, le CRPE ancienne version, donc 2021 et avant jusqu'en 2014. Alors, notre préparation, puisque comme je vous l'ai dit, hein, on est chez Objectif CRPE, on propose chez Objectif CRPE eh bien, des préparations pour le concours, et notamment pour le CRPE 2022, et eh bien, nous fonctionnons à distance, donc c'est une préparation 100% à distance, vous préparez depuis chez vous. J'y reviendrai hein, sur le fonctionnement avec des lives, donc des vidéos en direct de cours dans lesquelles vous pouvez poser vos questions, des vidéos qui sont ensuite disponibles en replay et que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez et quand vous voulez durant l'année. Et donc pour détailler un peu ce qu'on fait sur cette partie, sur cette épreuve de français, vous allez avoir une remise à niveau de grammaire qui va vraiment faire le tour du programme hein, pour que eh bien, tout de suite vous mettez dans le bain. Et ensuite, eh bien, pour le concours, vous aurez, pour cette épreuve, pardon, vous aurez des cours en live, donc sur toutes les parties, donc des cours de méthodologie sur ce raisonnement rédigé que vous aurez à faire, des entraînements, des cours aussi d'entraînement de grammaire, puisqu'il sera important de maîtriser vraiment tous les types de questions que vous pourrez avoir le jour J sur ces 2 premières parties de cette épreuve de français. Et enfin, c'est important, je le répéterai également tout au long de la préparation, de cette présentation, pardon, il est important de s'entraîner, donc vous aurez à votre disposition 3 concours blancs, 3 épreuves blanches à passer sur cette épreuve disciplinaire de français, avec des sujets inédits et eh bien, un séminaire de correction qui vous permettra d'avoir un professeur qui revient sur le sujet et qui détaille eh bien, les pièges qu'il fallait éviter, les choses qu'il faut absolument connaître.
Et eh bien, les vidéos corrections, ce seront des corrections individuelles de vos copies et des corrections en vidéo. C'est-à-dire qu'il y a certains, on travaille avec plein de correcteurs qui ont l'habitude de corriger au CRPE, qui vont eh bien, se filmer en train de corriger votre copie et donc vont pouvoir détailler avec vous, en tout cas pas en direct, mais eh bien, vous présenter votre copie et toutes eh bien, les bonnes choses ou au contraire les erreurs de votre copie. C'est ce qui vous permettra de progresser forcément. Alors avant de passer aux mathématiques, je vais répondre aux quelques questions que vous avez sur l'épreuve disciplinaire de français. Alors tout d'abord, une question de Sandra. Le raisonnement rédigé est-il une dissertation? Le développement doit-il être long? Alors effectivement, Sandra, le raisonnement rédigé, c'est un peu comme une dissertation. En tout cas, dans les sujets zéro qu'on a pu voir, il y a 2 sujets zéro qui sont sortis, eh bien, la question qui est posée, ça ressemble vraiment à une dissertation. On vous demande un peu votre avis en vous appuyant également sur l'avis, enfin l'avis qui est donné par l'auteur dans le texte qui sera à votre disposition et en vous appuyant sur des références culturelles personnelles, eh bien vous devez répondre à une question. Donc effectivement, ça se rapproche d'une dissertation. Et est-ce que le développement doit être long? Non, le but c'est qu'il soit structuré, on l'a vu, et rédigé, donc assez bien écrit. Ensuite, il n'y a pas de... ce n'est pas précisé que ça doit faire minimum, je ne sais pas, 2 pages. Le but, c'est qu'il y ait un minimum, je pense, de rédaction pour que vous puissiez répondre à la question, que vous présentiez quelque chose de structuré, et ensuite, voilà, il n'y a pas de longueur absolument. Et donc, Titsef demande, le raisonnement rédigé correspond à un commentaire de texte au niveau bac. Ça s'en rapproche, même si le commentaire de texte c'est vraiment focus sur le texte. Là, ça sera plus une question, ce sera une question un peu plus ouverte. Vous devrez vous appuyer sur le texte, mais ce ne sera pas un commentaire de ce texte-là en particulier. Vous devrez l'intégrer dans votre raisonnement, mais ce sera également eh bien, à vous de proposer des réponses et utiliser des références personnelles. Chloé demande également une analyse des procédés stylistiques a-t-elle sa place dans le raisonnement rédigé? Alors Chloé, bon, je ne suis pas professeur de français, je suis en train de réfléchir si ça peut être pertinent. Peut-être si vous souhaitez justifier que eh bien, peut-être que l'auteur veut dire telle chose, peut-être qu'effectivement, il faudra peut-être analyser les procédés stylistiques, mais je ne peux pas te garantir cette réponse, Chloé. Ça, vous le verrez si vous êtes du coup chez Objectif CRPE avec notre professeur de français qui sera là pour vous guider et répondre à tout ce genre de questions. Alors, l'épreuve disciplinaire de mathématiques. Alors, on le sait, les mathématiques, ça peut faire peur. Il y en a beaucoup qui ont la phobie des maths depuis certainement l'enfance. Alors, sachez que nous avons un professeur, Louis Well, qui eh bien, saura vous faire aimer les mathématiques. En tout cas, c'est le retour qu'on a à chaque fin d'année, des étudiants qui nous disent « Merci à lui de m'avoir fait aimer les maths alors que je détestais ça ». Donc les miracles arrivent. Et donc sur cette épreuve de mathématiques, eh bien, vous allez de même avoir 3 heures pour composer et répondre eh bien, à au moins 3 exercices indépendants, en sachant que eh bien, c'est pas insurmontable, on ne va pas vous demander de calculer des intégrales ou autre, c'est basé sur le programme du cycle 4, donc niveau 3e, sauf pour la partie nombre et calcul, où là, ça sera le programme de seconde générale technologique, mais ensuite, c'est niveau 3e, donc c'est pas insurmontable, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, même si vous partez de très bas en mathématiques, vous pouvez eh bien, avoir une note tout à fait convenable. Par rapport à ceux qui ont passé le concours l'année dernière, eh bien, ça correspond en gros aux parties 1 et 2. Et ben, le but, ça va être de savoir maîtriser le plus tôt possible les bases des mathématiques pour ensuite pouvoir s'entraîner au maximum et eh bien, ne pas avoir de surprise le jour J, puisque, encore une fois, le but, c'est le jour J de pouvoir répondre à un maximum de questions pour avoir un maximum de points, assez logiquement.
Et donc c'est pour ça que chez nous, on propose pour tous les étudiants, dès leur arrivée et leur inscription, eh bien 10 modules pardon, de remise à niveau, je vais y arriver, qui portent un peu sur tout bien les thèmes de mathématiques. Le but, c'est de revoir vraiment les bases et eh bien une fois que vous avez vu toutes ces remises à niveau, vous pourrez plus sereinement en tout cas suivre les lives, des cours en live en mathématiques qui vont eh bien là faire le tour du programme de troisième ou de seconde pour donc nombre et calcul. Encore une fois, avec un système de cours en live où vous pourrez poser vos questions, disponible ensuite en replay, donc voilà, qui vous permet de vous organiser également, car nous le savons, et c'est la majorité de nos étudiants, hein, vous êtes des personnes souvent eh bien, en reconversion professionnelle qui avaient donc un travail à côté, une famille peut-être à gérer, et donc le but c'est qu'on essaye de vous faciliter votre préparation en essayant de vous mâcher le travail entre guillemets, en tout cas vous dire exactement ce qu'il faut voir ou pas pour le concours, mais également vous permettant de vous organiser plus facilement et de vous entraîner aussi, puisque en mathématiques et sur cette épreuve disciplinaire, vous aurez également eh bien, 3 concours blancs, de même qu'en français, des sujets inédits, une vidéo correction personnalisée et un séminaire de correction à la clé. On enchaîne, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions tout de suite sur tout ça. Alors Isabelle se demande, un planning de révision est-il proposé avec la prépa? Alors, on va en fait, toute l'année, vous aurez un planning avec tous les cours. Donc, dès le début de l'année, vous saurez que le 17 octobre à 20 h, vous allez avoir le cours d'EPS sur telle chose. Donc, vous allez avoir ce planning sur l'année. Donc, vous pourrez vous organiser, vous dire que « Ah oui, là, il y a un cours le mardi. En fait, moi, le mardi, il faut que j'aille chercher mes enfants. Donc, je ne peux pas suivre le cours. Hein. Tous les cours ont lieu à 20 h ou le week-end. Le samedi après-midi à 14 h ou le dimanche à 17 h. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas disponible à ces moments-là, vous pourrez voir en replay. Donc c'est à vous ensuite de vous organiser, de vous faire votre propre agenda, se dire, le but c'est essayer quand même de suivre au fur et à mesure les lives, parce que sinon vous allez accumuler un peu de retard. Hein. Le retard, tout est relatif, mais le but c'est essayer de voir progressivement tous ces lives. Donc essayer de se dire, ok, le mardi après-midi, le mardi soir, pardon, à 20 h, je peux pas, c'est sûr. En revanche, je sais que le mercredi matin à 10 h, là, je vais être dispo. Eh bien, je vais pouvoir regarder en replay le cours du mardi soir qui a eu lieu la veille pour ne pas prendre trop de retard sur les lives qui ont eu lieu. Et voilà, ça vous permet de vous organiser. Et du coup, Véro, quand aurons-nous le planning pour s'organiser? Eh bien, lors du live de rentrée qui aura lieu le 9 septembre, on donnera à nos étudiants le planning sur toute l'année. On est en train de finaliser ça avec les professeurs, mais voilà, on est en train de voir tout ça. Donc, au maximum, le 9 septembre, vous aurez tous les lives de l'année, en sachant que le premier cours, donc, le live de rentrée, c'est le 9 septembre, et le premier cours, du coup, aura lieu certainement autour du 13, le premier cours en live, puisque les élèves déjà inscrits ont accès à certains cours, aux remises à niveau notamment, et aux fondamentaux de didactique. Je vais y revenir sur ces petits fondamentaux. Donc la troisième épreuve écrite d'application. Alors c'est une nouvelle épreuve hein, qui durera 3 heures également, hein, on l'a vu tout à l'heure, et elle a pour objectif eh bien, d'apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente, tout en montrant une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus qui seront donc proposés dans le sujet. En gros, ce qu'on va vous demander, c'est eh bien, de voir si vous êtes capable, à l'écrit, de analyser ou de faire des séances dans des domaines en particulier. L'épreuve se fera à partir d'un dossier, donc c'est le sujet, ce sera un dossier avec eh bien, plusieurs documents qui seront des travaux issus soit de la recherche, soit des documents pédagogiques sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour répondre aux différentes questions que vous aurez dans le sujet. Alors, vous aurez le jour J le choix entre 3 sujets qui portent sur 3 groupes de domaines différents. Premier domaine, sciences et technologies. Donc ça, c'est un domaine, c'est clair. Deuxième groupe de disciplines, ça regroupe donc histoire, géographie et EMC, donc enseignement moral et civique. Et enfin, troisième domaine, ce sont les arts qui, eh bien, ce domaine regroupe 3 disciplines, on va le voir tout à l'heure, hein, éducation musicale,
art plastique et histoire de l'art. Donc, le jour J, vous allez arriver, il y aura 3 sujets sur votre table et vous devrez choisir, vous devrez en traiter un seul parmi ces 3. Et ensuite, eh bien, sur chacun, donc on va essayer de développer un peu, même si ça se ressemble un peu tout, sur chacun des sujets, vous allez devoir concevoir et ou analyser une ou plusieurs séances ou séquences d'apprentissage à l'école, donc à l'école primaire, donc cycle 1 à 3, donc ce que vous devrez faire une fois que vous serez professeur des écoles, donc de la petite section au CM2, et y compris, donc c'est précisé, dans la dimension expérimentale pour les sciences et technologies, avec possiblement des questions de connaissances. Alors comme peut-être vous l'avez vu dans certains sujets zéro, les sciences et technologies, il y a parfois quelques questions de connaissances. Ça peut être le cas également dans les autres sujets. Du côté de l'EMC Histoire et Géographie, il faut savoir que pour chaque sujet, il y aura 2 enseignements sur les 3 qui seront dans chaque session. Donc par exemple en 2022, le sujet EMC Histoire-Géographie, ça sera un sujet où il y aura Histoire et Géographie, ou EMC Histoire, ou en dernière possibilité, EMC et Géographie. Donc à chaque fois, il y a une des disciplines qui ne sera pas présente dans le sujet. De même, il faudra concevoir et ou analyser une ou plusieurs séances à travers différentes questions tout au long du sujet. Et encore une fois, des questions de connaissances possibles. C'est un peu le même refrain dans les arts. Donc il y aura 2 enseignements, cette fois sur les 3 parmi donc éducation musicale, art plastique, histoire des arts, je l'ai dit, donc seulement 2 sur les 3 dans chacun des sujets. De même, concevoir, analyser, c'est ce qu'on vous demandera de faire à travers, encore une fois, différentes questions que vous aurez à traiter. Des questions de connaissances sont également possibles, et là, il est précisé dans les textes que chaque partie portant sur un des enseignements sera notée sur 10 points. Donc il y aura 10 points sur l'un des 2 enseignements et 10 points sur l'autre qui sera choisi encore une fois parmi les 3. J'espère que tout est clair. Un petit conseil, sur les connaissances disciplinaires à acquérir, a priori, ça sera le niveau 3e, c'est même sûr, hein, les programmes ont été annoncés. Alors, la principale question qu'on peut avoir par rapport à cette épreuve, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir un ou plusieurs domaines? Alors nous, le conseil qu'on va donner à tous nos étudiants, c'est si vous n'avez pas beaucoup de temps dans la préparation, c'est de vous concentrer sur un seul sujet, un seul domaine. C'est un risque puisque le jour J, si c'est un domaine, le sujet du domaine que vous aurez choisi est très compliqué, vous ne pourrez pas changer de sujet. Mais c'est aussi l'avantage, ça a aussi l'avantage de ne pas perdre trop de temps pendant votre année de préparation à essayer de voir d'essayer de comprendre la didactique qui est liée à chacun des 3 domaines. Et le choix se fera forcément à partir de l'expérience que vous avez. Je prends un exemple, quelqu'un qui a travaillé en pharmacie par exemple pendant des années et qui va passer le 3e concours, naturellement il va plutôt aller sur les sciences et technologies. Attention sur les connaissances disciplinaires, on attend de vous, il y aura quelques questions possibles sur des questions de connaissances possibles, mais vous ne pouvez pas vous permettre, en tout cas nous c'est le conseil qu'on va donner à nos étudiants, de passer toute une année à essayer d'apprendre tout le programme de 3e en sciences et technologies ou en histoire, géographie et EMC ou dans les arts. C'est quand même très compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt se concentrer sur la didactique, puisque c'est ça le cœur de l'épreuve. Et donc, c'est comment enseigner ces 3 disciplines. Enfin, on fera des cours pour chacune des disciplines, bien entendu. Pour ceux qui ont passé le concours l'année dernière, ça s'apparente, cette épreuve, à l'épreuve du dossier. Et donc notre préparation, on va proposer encore une fois des cours en live, c'est ce qu'on fait, c'est notre fonctionnement, avec un tronc commun didactique, des cours dans tous les domaines, des cours pour vous apprendre, des cours de méthodologie pour vous apprendre à enseigner tel ou tel domaine. Donc on fait le choix, encore une fois, de ne pas faire de cours sur les connaissances à avoir. On va vous faire des rappels, on va vous donner si vous voulez un peu aller plus loin, des fiches, des ressources
si vous le souhaitez, mais nous, on ne fera pas ça dans nos cours. Il y aura plein d'exemples qui seront mis en avant dans nos cours, donc vous aurez l'occasion de voir pas mal de choses, mais il n'y aura pas de cours à proprement parler. Donc ça sera surtout méthodologie de traitement des sujets et tout ce qui est autour de la didactique propre à chacun des domaines. Et encore une fois, les entraînements, c'est important, et donc vous aurez 3 concours blancs à faire sur des sujets inédits, bien entendu, avec le système de vidéocorrection personnalisé également, et le fameux séminaire de correction. Alors, avant de passer aux épreuves orales, je regarde s'il y a des questions. Guillemette demande, est-il possible d'avoir une formation accélérée à partir de décembre-janvier? Alors, Guillemette, malheureusement, on va proposer des préparations seulement jusqu'à peu près mi-novembre maximum, pour plusieurs raisons, et notamment le fait que, eh bien, on a essayé les années précédentes de proposer des préparations pour des étudiants eh bien, qui veulent commencer à préparer en décembre, voire en janvier. Le problème, c'est qu'en commençant assez tardivement comme ça, eh bien, il y a forcément du retard, et donc, nous, notre conseil, Guillemette, si toi, par exemple, tu sais que tu vas pas pouvoir travailler avant décembre, c'est de t'inscrire avant quand même. Tu vas peut-être pas consommer tous les contenus, mais au moins tu auras la préparation, et en décembre, janvier, si c'est à partir de décembre, par exemple, que tu es vraiment disponible et que tu pourras mettre à fond dans la préparation, au moins tu seras inscrite, et on va proposer ce qu'on appelle une préparation accélérée, en effet, avec un petit peu moins d'entraînement, mais tout ce qu'il faut pour réussir quand même. Et cette préparation, elle sera disponible à partir de mi-octobre environ. Alors, Samrani demande, on aura des cartes mentales pour apprendre les programmes des matières de l'épreuve d'application. Alors oui, Samrani, on travaille de plus en plus avec des cartes mentales, et on a également, une nouveauté de cette année, un professeur qui sera là pour vous parler de mémorisation, et il vous donnera plein de conseils, de méthodes pour mémoriser, et notamment, on travaille pas mal avec les cartes mentales, et effectivement, les cartes mentales, il n'y a rien de mieux pour réussir à retenir et apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les programmes. Fabien, devons-nous acheter des livres en plus de votre préparation? Alors non, Fabien, on estime que tous nos contenus sont suffisants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai précisé, vous avez sur tout ce qui est les connaissances à avoir dans l'épreuve d'application, l'épreuve écrite d'application. On vous donnera des ressources si vous souhaitez aller plus loin. Il n'y aura pas de cours là-dessus. Mais sinon, tous nos contenus suffisent. Et il faudra justement essayer de se concentrer sur nos contenus, parce qu'on va vous donner beaucoup de choses, et éviter de s'éparpiller, le risque étant de plus s'y retrouver dans toutes les ressources qu'on a. Donc voilà. Nous, notre objectif, et c'est ce qu'on réussit à peu près à faire, je pense, en tout cas c'est le retour qu'on a de nos étudiants des années précédentes, c'est de vous donner vraiment toutes les clés pour réussir le concours, et donc vous aurez tout ce qu'il faut pour ça. Voilà pour vos questions, et donc j'enchaîne avec l'épreuve orale de leçon. La première épreuve orale, une épreuve redoutable, on l'a dit, notamment parce que elle est coefficient 4, et donc comptera pour 44% de la note finale. Donc c'est beaucoup, c'est une épreuve qui dure 1 heure, donc pas trop longue, mais vous avez 2 heures de préparation avant quand même. Et l'objectif, comme on va le voir, c'est encore une fois de la didactique, puisque l'objectif, ça sera de concevoir et animer une séance d'enseignement à l'école primaire en français et en mathématiques. Donc là, ce ne sont plus les disciplines de tout à l'heure. On va se concentrer sur le français et les mathématiques pour que vous montriez que vous savez, vous avez les connaissances pédagogiques suffisantes, mais aussi les connaissances disciplinaires. Cette épreuve se fera à partir de 2 sujets de leçon. Donc vous aurez une leçon de français, une leçon de mathématiques, et en plus de ces 2 leçons, vous aurez un dossier d'au plus 4 documents. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Alors, attendez, d'abord, on se fait un petit rappel sur la durée de l'épreuve. Et après, moi, je parlerai du dossier qui accompagnera les sujets. Du coup, c'est 2 heures de préparation. Vous commencerez par le français, donc 30 minutes, parts égales entre français et mathématiques. Vous allez avoir 10 à 15 minutes d'exposé.
Donc là, vous allez présenter le sujet qu'on vous aura donné. Et ensuite, et les questions, puisque très souvent, là on l'a dit, hein, le but sera de concevoir et d'animer une séance. Et donc pendant cet exposé, vous allez devoir présenter tout ça. Et le temps restant sur les 30 minutes consacrées au français, donc 20 à 15 minutes restantes, il y a un entretien où là, eh bien, le jury en face de vous, j'imagine que ça sera 2 ou 3 personnes, eh bien, vous posera des questions sur l'exposé que vous viendrez de faire, mais vous pourra certainement vous poser des questions un peu plus, élargir un peu le sujet. Et ensuite, vous allez enchaîner avec les mathématiques, avec même principe, 10 à 15 minutes d'exposé sur ce que vous aurez préparé, puis le temps restant sur les 30 minutes, donc 20 à 30 minutes, sur l'entretien, donc des questions venant du jury. Les sujets, donc, un sujet de leçon dans un des domaines de l'enseignement du français et un dans celui des mathématiques, donc ça peut être un peu tous les domaines. On va vous dire dans les sujets exactement, ok, on est au mois de décembre et vous avez avec une classe de CE2 et vous allez devoir animer une leçon de, un exemple, je ne sais pas, d'arithmétie. Donc ça sera vraiment situé dans l'année pour vraiment vous mettre en situation. Ça c'est la volonté a priori de ce nouveau concours, c'est vraiment de vous mettre en situation, de montrer que vous êtes déjà dans la posture du professeur des écoles et que vous avez déjà ce côté professionnel. Les dossiers donc qui seront fournis, donc c'est 4 documents maximum. Ça pourrait être des supports pédagogiques, ça peut être des extraits de manuels, ça peut être des extraits de programmes sur lesquels il faudra bien entendu s'appuyer. On suppose qu'il y aura assez souvent dans ce dossier les programmes parce que vous ne pouvez pas connaître tous les programmes par cœur et quand vous faites une séance et que vous animez une séance, c'est quasiment indispensable de pouvoir s'appuyer sur les programmes. Il peut y avoir également des traces écrites d'élèves à commenter ou à appuyer pour pouvoir vous aider dans l'animation de la séance, par exemple. Quelques conseils par rapport à cette épreuve donc assez difficile puisque pour des personnes, si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous n'avez jamais travaillé dans une école ou dans l'éducation, forcément ça peut paraître un peu ardu. Mais il s'agira tout simplement de s'entraîner et de savoir quelle est la méthodologie autour de cette épreuve. Il faudra penser tout d'abord à revoir et maîtriser les compétences disciplinaires en français et en mathématiques, puisque dans le sujet, enfin dans les textes, il est précisé qu'il peut y avoir des interrogations, donc le jury pourra vous poser des questions sur telle ou telle règle de français ou de maths. On va évaluer votre capacité à vous projeter dans la peau d'un professeur des écoles. Donc attention à la posture. La posture, c'est vraiment important pour toutes les épreuves orales. Donc qu'est-ce que la posture du professeur des écoles? C'est montrer que vous avez déjà le raisonnement, que le jury en face de vous peut vous voir dans quelques mois, puisque quand vous allez passer les oraux, vous serez en mai ou juin. Donc en septembre d'après, vous allez être devant une classe. Et donc c'est montrer que vous avez déjà toutes les qualités, les compétences pour être professeur des écoles. La connaissance des programmes, on en a parlé, ça sera indispensable. Et pour vous aider, sachez que de 2011 à 2013, il y avait des épreuves orales de didactique, puisque pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu de sujet zéro pour cette épreuve orale, et ni pour l'autre d'ailleurs. Et du coup, pour voir peut-être, ça ressemblera peut-être aux anciennes épreuves orales de didactique. Et pour vous aider également, pour ceux qui ont passé l'ancien concours, il y avait des parties didactiques, mais c'était à l'écrit, en français et en mathématiques. Et donc vous pouvez voir et faire correspondre ces sujets écrits en termes de connaissances seulement, puisque là, c'est pas pareil, on vous demandera d'animer et de concevoir et animer une séance en français, puis en mathématiques. Du côté de notre préparation, en sachant que cette année, du coup, la didactique du français et des mathématiques prend une place énorme, on a décidé de créer ce qu'on appelle les fondamentaux de didactique, qui sont 10 modules en français, en didactique du français et en didactique des mathématiques. Donc, il y a 20 modules en tout, qui vont balayer vraiment les connaissances à avoir. Et donc ça, vous les aurez dès que vous vous inscrivez
vous aurez tous ces modules-là. Et vous pourrez ensuite les visionner quand vous le souhaitez dans le courant de l'année, en sachant que c'est vraiment des choses à connaître le plus tôt possible et à bien connaître surtout. Vous aurez ensuite des cours en live, de même une dizaine, 10 à 12 cours en didactique du français, 10 à 12 cours en didactique des mathématiques, pour avoir toute la méthodologie autour du traitement de ces sujets et apprendre à concevoir, animer toutes ces séances dont on va vous parler dans les fameux sujets. Vous aurez pour vous entraîner 2 simulations orales individuelles. Donc encore une fois, tout se fait à distance. Donc ça sera avec un système de visioconférence avec une personne en face de vous, caméra interposée qui vous posera des questions et qui fera comme si vous passiez le vrai oral le jour J. Des simulations orales commentées. Là, on va débriefer des simulations qui auraient été enregistrées et filmées auparavant, ce qui vous permettra de savoir vraiment ce qu'on attend de vous sur ces épreuves orales. Des sujets types qui seront traités en cours forcément toute l'année dans tous les cours en live. Le but, c'est vraiment de vous familiariser avec tout ça. Et bien entendu, des cours sur les programmes. On a même des cours qui seront communs pour tout ce qui est didactique, donc qui vous servira à la fois pour l'épreuve d'application écrite, mais également pour les épreuves orales. Alors, une question de Jean-Christophe avant de passer à la deuxième épreuve orale, l'épreuve d'entretien. Devons-nous bien connaître les programmes des 3 cycles? Alors, je ne sais pas, Jean-Christophe, si tu parlais du français, des mathématiques ou pour l'épreuve d'application. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que oui, le but c'est les programmes, il ne s'agit pas de les connaître par cœur, c'est impossible de tout connaître par cœur et n'importe quel professeur des écoles ou conseiller pédagogique même vous dira que eux utilisent les programmes tous les jours, mais ils ne les connaissent pas par cœur. Ils les ont avec eux très souvent pour pouvoir regarder tel ou tel détail. Il faut bien entendu connaître en gros comment ça fonctionne et avoir en tête les grands titres et les grands schémas. Mais ensuite, ça ne sert à rien de connaître tout par cœur et de toute façon, c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une idée de comment c'est construit, de savoir s'y retrouver et d'avoir une idée par exemple, des connaissances de fin de cycle pour chaque discipline. En tout cas, sur français et maths, ça sera important. Alors, la deuxième épreuve orale, l'épreuve d'entretien. Alors, c'est une épreuve orale, donc encore une fois, ça peut faire peur. Et c'est une épreuve un peu moins importante dans le sens où elle va compter pour un peu moins de points. C'est sur 20 points, mais c'est coefficient 2 seulement par rapport à la première épreuve orale. Et vous aurez cette fois 30 minutes de préparation, puis 1h05 de durée d'épreuve. Alors pourquoi 1h05? On va le voir juste après. Tout simplement parce que vous allez avoir en fait 2 parties. Première partie EPS, où là le but ça sera de proposer une situation d'apprentissage donc en EPS, on va revenir en détail là-dessus, et ensuite une partie sur la motivation et la connaissance du système éducatif. Alors comment ça va se dérouler en termes de temps? Vous allez avoir donc 30 minutes de préparation et là ensuite vous allez commencer devant votre jury, commencer par l'EPS, où là ça sera 30 minutes dédiées à cette partie. 15 minutes maximum d'exposé, donc par rapport au sujet que vous aurez préparé. On va voir exactement quel sujet c'est. Et ensuite, les minutes restantes sur les 30 minutes, donc ça peut être 10 ou 15, ça peut être 15 ou 20 minutes. Ça sera un entretien, donc encore une fois, le jury sera là pour vous poser des questions par rapport à l'exposé que vous viendrez de faire, mais également essayer d'élargir un peu le questionnement autour de l'EPS. Et ensuite, vous enchaînez avec la partie motivation. Vous allez avoir 5 minutes maximum pour vous présenter votre parcours, ce que vous avez fait jusque-là et surtout pourquoi vous devez devenir professeur d'école et vous voulez surtout montrer votre motivation par rapport au fait de devenir professeur des écoles.
S'ensuivront 10 minutes d'échange sur la présentation que vous venez de faire, avec des questions certainement sur votre motivation, etc. Et enfin, vous finirez par 20 minutes de mise en situation, où là, le jury vous proposera 2 mises en situation. On va le voir juste après. Donc ça durera 20 minutes. Et donc en tout, ça fait bien 30 plus 35 minutes. 1h05, c'est assez précis. L'EPS, donc tout d'abord, première partie. Alors, vous allez avoir un sujet qui va vous proposer un contexte d'enseignement et un objectif d'acquisition pour la séance. Exemple, vous êtes professeur des écoles dans une classe et vous avez une classe de CE2 et objectif d'acquisition, eh bien, vous voyez par exemple que les étudiants ont du mal à tenir leur stylo, donc c'est une question d'adresse. Eh bien, vous allez devoir proposer un champ d'apprentissage. Vous allez choisir un champ d'apprentissage et à partir de ce champ d'apprentissage, proposer une séance qui va permettre de développer cet objectif d'acquisition. Donc si c'est un problème de cohésion par exemple dans la classe, pourquoi pas proposer via le champ d'apprentissage et l'activité physique de l'athlétisme, un relais qui permettra aux étudiants et aux élèves de la classe de CE2 de travailler leur cohésion. Donc voilà, c'est important donc d'avoir en tête à la fois les objectifs d'acquisition pour des séances d'apprentissage données, mais également tous les sports qui vont être liés pour pouvoir travailler avec les élèves ces objectifs. Et bien entendu, ça sera important de connaître tout ce qu'il faut savoir d'un élève en termes de développement et de psychologie de l'enfant pour chacun des cycles et chacun des niveaux même. Du coup, ce qu'on vous conseille, c'est avoir des connaissances théoriques assez solides sur le développement de l'enfant, savoir que en classe de CE2, c'est impossible de courir 1 heure durant, par exemple. Le fonctionnement du corps, bien entendu, l'éducation à la santé, ça c'est vraiment important dans le cadre de l'éducation physique et sportive. Et enfin, tout ce qui est autour des aspects réglementaires et sécuritaires, surtout si vous proposez par exemple de la natation, forcément il y aura des risques de noyade, etc. Tout le matériel aussi peut être dangereux, donc ça sera aussi important et à mettre en avant lors de votre exposé. Et il faudra bien entendu acquérir une méthode pour pouvoir présenter et savoir construire une séance et une séquence d'apprentissage en EPS, ce qui est assez particulier. Et c'est ce qu'on va faire du coup dans notre préparation avec des cours de connaissances sur la place de l'EPS à l'école, ça c'est primordial, des cours de méthodologie de traitement des sujets, ça de même, on va en faire un peu toute l'année pour vraiment vous habituer par rapport à ça et que le jour J vous n'ayez pas de surprise et que vous sachiez faire ça assez rapidement. Des entraînements encore une fois, donc même principe, de simulations orales, des simulations d'oral commentées également, des sujets traités et des focus transversaux, notamment sur le développement de l'enfant. Il y aura un cours spécifique là-dessus parce que c'est important aussi. Et ensuite, vous allez enchaîner avec la partie motivation et connaissance du système éducatif. Alors, vous aurez une fiche de candidature à remplir en amont. C'est une fiche vraiment assez basique où on va juste vous demander votre parcours, en gros. Et ensuite, donc, pendant 5 minutes maximum, vous allez présenter votre parcours il faudra mettre en avant au maximum. Donc, il ne faut pas vous dire, OK, c'est 5 minutes, c'est super rapide, je préparerai la veille un petit speech. Non. La présentation, l'exposé par rapport à votre motivation, ça va vraiment être quelque chose de primordial. Il faudra vraiment le travailler en essayant d'inclure au maximum toutes vos expériences passées, les mettre en avant le fait que ce sont grâce à ces compétences que vous pourrez et vous voulez aussi devenir professeur des écoles. Le but étant de montrer que ce qui vous pousse aujourd'hui à être devant le jury, c'est un cheminement logique que vous devez, c'était un peu votre destinée de devenir professeur des écoles.
Et ça, vous le verrez avec notamment les 10 minutes d'échange. Et ensuite, vous enchaînez donc avec 2 mises en situation professionnelle. L'une d'enseignement, donc là, vous allez avoir, on va vous mettre dans un cours, et l'autre en lien avec la vie scolaire. Donc là, ça sera peut-être certainement au sein de l'école, dans la cour de récré par exemple, ou des choses administratives par rapport à une sortie scolaire par exemple. L'objectif, c'est encore une fois montrer l'aptitude à se projeter dans la posture des professeurs des écoles. Montrer que vous avez déjà les compétences pour eh bien, gérer une classe en termes pédagogiques, donc dans un cadre d'enseignement, mais aussi en termes tout simplement eh bien, professionnels par rapport aux droits et devoirs des enseignants, par rapport à la sécurité des élèves dans une école, tout ce qui touche à la vie quotidienne de la classe et de l'école, puisque c'est important, hein. Dans une école, vous n'êtes pas tout seul, vous travaillez avec des collègues, avec un directeur, avec des intervenants extérieurs, etc. Et donc c'est là qu'il faudra eh bien, penser forcément à l'importance des valeurs de la République et de leur partage de la part du candidat. Et donc nos conseils, ça sera de travailler à fond la motivation, son discours, je l'ai dit. Les grands classiques aussi de la CSE, vous pouvez être sûr que dans la mise en situation que vous aurez, il y aura des questions autour des sujets un peu classiques de CSE, la laïcité, droits et devoirs du fonctionnaire, les difficultés scolaires, forcément, hein, ça peut être aussi la mise en situation professionnelle d'enseignement, dire cet élève n'y arrive pas du tout, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Les valeurs de l'école, on l'a dit, les discriminations, le harcèlement, etc. Ça aussi, c'est des sujets importants, d'actualité aussi. Donc, attention à bien travailler tous ces thèmes-là. Et enfin, bien entendu, hein, la fameuse posture de l'enseignant qu'il faudra avoir. Et donc nous, dans notre préparation, on aura des cours de coaching pour l'oral de motivation. Vous aurez des cours aussi sur tous les grands thèmes de CSE. Donc là, on va vraiment faire le tour pour vous préparer à toutes les situations que vous aurez. 2 simulations, encore une fois, d'oral et des simulations d'oral commentées. Donc simulations d'oral individuelles, toujours à distance, pour que vous soyez prêts et vous entraîner. Alors, avant de passer rapidement à l'épreuve facultative de LVE, je vais répondre aux questions notamment de Myriam, qui demande est-ce que c'est un PE, professeur des écoles, en poste, qui animera les lives de l'épreuve d'application? Alors non Myriam, ce ne sera pas un professeur des écoles, mais ça sera des conseillers pédagogiques. La plupart de nos intervenants sont des conseillers pédagogiques, des inspecteurs. On travaille avec quelques professeurs des écoles et des professeurs du secondaire, ça concerne les épreuves disciplinaires de français et de mathématiques. Mais pour toutes les épreuves, quasiment, c'est soit des conseillers pédagogiques, soit des inspecteurs. Ces personnes-là, pour rappel, sont des personnes qui étaient professeurs des écoles, qui ont passé un diplôme supplémentaire pour bien ensuite conseiller les professeurs des écoles de leur circonscription ou au niveau académique. Et donc, c'est des personnes qui auront déjà été bien, sur le terrain, qui ont eu une expérience en tant que PE et qui pourront donc bien, vous donner un maximum de conseils par rapport à ce que vous devrez faire le jour du concours notamment, et puis l'année d'après, bien entendu, sur le terrain en vrai. Autre question de Virginie, est-ce que chaque académie annonce dès septembre le choix de 4 APSA ou ce n'est plus d'actualité? Alors Virginie, très bonne question. Je suppose que tu as passé le concours l'année dernière ou les années précédentes. Et sache que, a priori, en tout cas dans les textes officiels, il n'y a plus ce choix de 4 APSA par académie. Et donc, vous serez libre a priori dans chaque académie. Je dis bien a priori, parce que pour l'instant, on n'a peut-être pas toutes les informations. Mais normalement, vous serez libre de choisir comme sport support la discipline que vous souhaitez, enfin l'APSA que vous souhaitez pour développer et pour répondre au sujet que vous aurez. Alors, j'enchaîne avec donc l'épreuve facultative de LVE. Nouvelle épreuve également facultative. Donc, à l'inscription, vous direz je choisis ou non de passer cette épreuve. Il faut déjà choisir une langue. Vous avez le choix entre anglais, espagnol, italien ou allemand. Vous aurez 30 minutes de préparation pour cette épreuve, puis 30 minutes devant le jury. Il faut savoir que, comme c'est une épreuve facultative, c'est une épreuve qui est notée sur 20 points, et seuls les points au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire au-dessus de 10, compteront pour l'admission. C'est-à-dire que si vous avez 13 sur 20, eh bien, vous pourrez compter sur 3 points supplémentaires sur
la note finale. Donc c'est toujours ça de prix. Si vous avez 19, ben là c'est encore mieux. Si vous avez 8, bon ben ça ne changera rien à votre note finale. Pas de malus. Et le but du coup, ça sera de présenter un document didactique ou pédagogique et expliquer ensuite comment vous l'incluriez dans une séance ou une séquence avec eh bien, forcément les objectifs à développer. Alors, sur le temps qu'il y aura donc sur cette épreuve, donc 30 minutes de préparation, on l'a dit, vous commencerez par 10 minutes dans la langue choisie, donc italien, allemand, anglais ou espagnol, de présentation du document que vous aurez. Vous aurez ensuite 10 minutes d'exposé en français, où là vous allez expliquer donc en quoi vous utiliseriez et vous l'incluriez dans, dans des séances d'apprentissage, dans des séances avec, en classe avec vos élèves. Et enfin, 10 minutes à la fin, où vous allez échanger avec le jury dans la langue choisie, encore une fois. Donc il y a 2 parties dans la langue choisie, une partie seulement en français. Et échanger, où le jury vous posera certainement pas mal de questions par rapport à ce que vous aurez dit pendant les 20 premières minutes. Le document pédagogique en question, c'est un document de 2 pages maximum, et ça peut être un peu de tout, une production d'élèves, un article de recherche en didactique, un extrait de manuel, ou encore une séance ou un déroulé de séquence d'enseignement. Et du coup, pour cette épreuve, eh bien, il va forcément avoir un niveau de langue requis. C'est le niveau B2 qui est le niveau minimum qui est attendu, en tout cas sur ces épreuves. Et il faut savoir que vous pourrez être aidé par le dictionnaire monolingue ou bilingue. Donc ce qu'on conseille par rapport à cette épreuve, c'est de prendre l'option uniquement si vous avez déjà un certain niveau dans une des 4 langues. Si vous n'avez aucun niveau, ou alors si vous partez de très loin, ça va être très difficile en une année de progresser, de travailler la langue et en plus de préparer toutes les autres épreuves. Hein, parce que, on vous le rappelle, c'est une épreuve facultative. Avant, en obligatoire, vous avez quand même 5 épreuves. Et donc, voilà, ça prendra du temps certainement si vous partez de zéro. Et donc on propose également, alors c'est comme c'est une épreuve facultative, eh bien c'est également eh bien une préparation qu'il faut prendre en plus de la préparation annuelle. Et notre préparation contiendra des cours en live avec des cours de didactique de langue. Il n'y aura pas de cours de langue à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des cours, alors comment on parle anglais et apprendre le vocabulaire, etc. On vous aidera certainement avec des ressources, etc. Mais il y aura surtout des cours de didactique de langue, c'est le plus important, et de pédagogie autour de la langue choisie, des simulations d'oral individuel à distance, donc ça il y en aura 2 entraînements, et des simulations orales commentées également, forcément. Alors Céline demande, donc ça c'est sur l'épreuve d'avant, l'épreuve orale, on choisit notre APSA le jour J, toute l'année on peut donc en travailler une seule. Alors Céline, le mieux, en fait le problème si tu choisis une seule APSA et que tu travailles avec une seule APSA, c'est que une APSA donnée peut ne pas répondre à tous les objectifs d'apprentissage. Par exemple sur la cohésion, si on veut travailler sur la cohésion d'une classe, le relais ça se porte très bien, les jeux collectifs a priori aussi, se faire des passes, etc. Mais un sport individuel, ça va être plus compliqué de travailler la cohésion. Et du coup, le risque, c'est de ne pas pouvoir répondre au sujet par rapport à l'objectif qui te sera proposé le jour J. Donc, on vous conseille, et c'est ce qu'on fera à travers nos cours, de travailler pas mal d'APSA pour répondre à tout type de sujet et tous les objectifs qu'on pourra vous proposer le jour J, forcément. Alors, j'en ai fini sur les épreuves. Je vais passer maintenant à quelques conseils, en commençant par le temps. Alors, le temps, on en parle parce que, comme vous le voyez sur cette frise, une année de préparation, alors c'est même pas une année entière, hein, on ne parle pas de 12 mois, mais les prochains mois, il faut savoir que ça passe très vite. Comme vous pouvez le voir, en tout cas chez Objectif CRPE, vous avez avant la rentrée les remises à niveau en français et en mathématiques, les fondamentaux didactiques des mathématiques et du français, la rentrée donc en septembre, les inscriptions au concours qui devraient avoir lieu en septembre ou plutôt octobre-novembre, ça va peut-être être décalé sur le site officiellement pour l'instant c'est en automne, on ne sait pas encore exactement quand. On va se concentrer ensuite sur la préparation aux écrits et aux oraux, hein. On commence dès le début de l'année à préparer les oraux.
Les premiers entraînements écrits aussi, il faut pouvoir s'y mettre le plus tôt possible. Donc chez Objectif CRPE, ça sera autour de fin octobre. Les premiers entraînements oraux, eux, auront lieu à partir de janvier-février. Alors pour certains, vous allez dire, ça va faire trop tôt, mais il faut vraiment s'y mettre dès ce moment-là. Et eh bien, la dernière ligne droite écrite, ça sera autour de fin février, pour se concentrer vraiment sur les épreuves écrites qui auront lieu, elles, autour de mi-avril. Et ensuite, eh bien, ça sera un focus sur les oraux pour eh bien, préparer ces fameuses épreuves orales. Donc vous voyez que ça va aller assez vite et donc il faut apprendre aussi à gérer son temps. Première chose à savoir, c'est est-ce que vous préparez le concours? J'ai pu voir tout à l'heure dans le chat, vous sembliez être assez nombreux et nombreuses à vous être décidés. Donc ça c'est génial. Mais une fois que vous êtes décidé, vous avez dit ok, je me lance dans la préparation du concours, il faut y aller à fond. Et donc, il faudra voilà, essayer de travailler régulièrement, de s'y mettre sérieusement, de ne pas procrastiner. Autre question ensuite à se poser, est-ce que j'y vais seul ou accompagné? C'est une décision, encore une fois, personnelle. Le choix, forcément, seul, c'est toujours un peu plus difficile, notamment en termes d'attente du concours. Quand on est seul, on ne sait pas vraiment quelles sont les attentes sur chacune des épreuves. L'avantage d'être accompagné, c'est que, eh bien, on va pouvoir vous expliquer, vous donner toutes les choses qui sont attendues pour chacune des épreuves. On va vous guider aussi sur ce qu'il faut vraiment apprendre. Voilà, mais c'est encore une fois un choix personnel. Enfin, l'exécution. Ce qui sera important tout au long de la préparation, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que vous vous préparez pour le jour J. Peu importe les entraînements que vous allez faire, peu importe les exercices et les choses que vous allez rater pendant tout au long de l'année, l'important c'est que vous réussissiez le jour J. Donc si vous faites des entraînements et que vous ne réussissez pas, le but c'est de reprendre ces entraînements, on va le voir avec le principe de la remédiation, etc. Reprendre l'entraînement, comprendre pourquoi on a raté et se dire que le jour J, comme ça, je ne ferai pas cette erreur-là. Il va falloir donc essayer de vous organiser. C'est vraiment une question d'organisation, la préparation du concours, et donc de planifier vos cycles de travail. Donc identifier vos contraintes récurrentes. Qu'est-ce que c'est? C'est se dire, ok, tous les mardis soirs, j'ai piscine, donc je ne pourrai pas travailler. Tous les mercredis après-midi, je suis avec mes enfants, donc je ne pourrai pas travailler. Au contraire, se dire, tous les samedis matins, j'ai 4 heures pour moi, il faut que je travaille, et donc, eh bien, prévoir ces plages de travail en fonction. Des plages de travail, il ne faut pas que ce soit des plages trop longues, on ne va pas se dire « Ok, je vais faire 8 heures de maths parce qu'au bout d'un moment, vous allez ne plus en pouvoir » et il faudra alterner aussi forcément les matières. Enfin, il faudra respecter votre rythme naturel, donc essayer de continuer à avoir des distractions. Si vous vous dites « Ok, cette année je prépare le concours, je fais plus de sport, plus d'activité parce que je faisais du piano depuis 2 ans », non, essayez de garder des distractions, c'est important d'avoir aussi des choses, c'est important pour votre équilibre personnel de travail et votre organisation, enfin tout est une question d'organisation. Il faudra être régulier, ça je l'ai dit, et il faudra aussi respecter le sommeil. C'est vraiment important dans ce concours, c'est un concours, c'est une préparation qui va s'étaler sur vraiment plusieurs mois. Donc c'est important de tenir sur la durée. Et pour ça, il va vraiment falloir vous accorder aussi des moments de repos, de pause, et respecter et essayer, quand vous travaillez, d'être au maximum reposé pour que ce soit aussi efficace forcément. Alors, il faudra aussi faire avec certaines inconnues, notamment autour de la réforme. On ne connaît pas exactement ce qu'il en sera d'après la réforme, mais bon, il faut faire avec. Là, ça fait 2 ans que tous les candidats de un peu tous les concours, et notamment le CRPE forcément, sont un peu, doivent faire avec l'incertitude liée aux épreuves, liée au report avec le Covid, etc. De même, on n'a pas encore tout à fait les dates des inscriptions, donc on sait que c'est en automne, bon, on ne sait pas encore exactement quand auront lieu les écrits, mais voilà, il faut aussi prendre ça comme, déjà il faut se dire que tous les candidats sont dans le même bateau, et essayer de faire avec forcément. Les entraînements. J'en ai parlé un peu tout au long de la présentation, et pourquoi c'est important? Eh bien parce que c'est ça qui va vous faire progresser, vraiment.
Donc première chose à faire, c'est de consulter les sujets 0. Puisque eh bien, il y a des sujets 0 qui ont été publiés pour les épreuves écrites seulement, malheureusement pour l'instant. Donc allez voir ces sujets 0 pour voir à quoi ça va ressembler le jour J. Et essayez, pourquoi pas, de les faire. Chez Objectif CRPE, on va vous proposer tout au long de l'année des sujets originaux qui vous permettront de vous entraîner. Le but ensuite, ça sera vraiment de s'entraîner en temps réel. Le jour J, vous n'allez pas, ça sera vraiment 3 heures pour les épreuves écrites, pas 1 minute de plus. Et donc, il faudra vraiment vous habituer et pour que vous puissiez gérer ce temps-là. Donc, faire en une seule fois avec le temps donné et sans aide extérieure. Le jour J, vous n'aurez pas les fiches pour vous aider. Donc, vraiment, dans l'exécution, il faudra faire comme si vous étiez le jour J. Ensuite, eh bien, il faudra vous aider dans un feedback. Donc, pour ceux qui ne préparent seuls, il faudra s'appuyer, malheureusement pas cette année, il n'y a pas de corrigé, pas de rapport de jury, mais à partir de l'année prochaine, vous pourrez vous appuyer sur tout ça. Et chez Objectif CRPE, eh bien, vous aurez des corrections individuelles, des corrections aussi en groupe avec tous les étudiants. Et c'est important ensuite d'avoir ce retour et de retravailler puisqu'il y a ce travail de remédiation, j'en ai parlé tout à l'heure, le but étant de ne pas refaire les erreurs que vous avez faites pendant vos entraînements dans l'année le jour J. Donc lister ces erreurs, les comprendre, essayer de s'entraîner de nouveau, revoir le cours si nécessaire. Avec Objectif CRPE, vous avez des séances d'entraînement collectif qui vous permettent à la fois d'avoir une émulation de groupe, mais aussi eh bien, qui vous permettent de vous entraider. C'est vraiment important. Ça, on y reviendra sur le fait de ne pas rester seul pour préparer. L'auto-évaluation aussi peut être pertinente, ou l'évaluation entre les pairs, c'est-à-dire que vous échangez des copies, eh bien, ça vous permettra à la fois, quand vous corrigez la copie, de revoir le sujet, donc de revoir certaines choses peut-être que vous n'aviez pas bien comprises, et si vous vous faites corriger par quelqu'un d'autre, ça vous permettra aussi d'avoir un avis extérieur. On a aussi ce qu'on appelle des grilles de remédiation chez Objectif CRPE, ce qui vous permettra pour chaque question de se dire quelles compétences étaient travaillées et de pouvoir ensuite aller voir les questions ou les cours qui concernent cette compétence. Et pour l'oral, de même, eh bien, si vous travaillez seul, il va falloir vous filmer. Alors, c'est jamais facile de se filmer, de se regarder, surtout après, mais c'est vraiment important pour travailler votre oral, puisque, comme on vous l'a dit, les épreuves orales, c'est très important. Je vais y revenir juste après. Et puis, il faut eh bien, montrer que vous savez parler, que eh bien, vous avez cette posture, et ça passe par l'oral et la façon dont vous allez vous exprimer. Chez Objectif CRPE, je l'ai dit, vous allez avoir les simulations individuelles orales à distance. L'oral, justement, c'est très important. 2/3 des points de la note finale, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut le travailler dès le début de l'année. L'accent est aussi mis sur la motivation, d'autant plus cette année. Donc toutes les parties d'entretien, ça sera des occasions de montrer que vous avez cette posture, que vous avez... c'est vraiment un exercice oratoire, comme on l'écrit ici. Et donc, c'est important aussi de travailler tout ce qui est non-verbal, la communication non-verbale dans les différents oraux. Donc le regard, la voix, la posture, l'engagement que vous mettrez dans votre discours, tout cela, ça se travaille et vous devrez le travailler. On vous aidera également pour ça, si nécessaire. Il faudra essayer, face au jury, d'avoir une attitude assez ouverte, réfléchie, positive aussi, ne pas être sur la défensive tout au long, être confiant, faire preuve de bon sens, c'est un des conseils qu'on donne le plus à nos étudiants. Ça paraît évident comme ça, mais c'est souvent eh bien, sur des réponses que vous allez faire. Vous allez dire une énormité en réponse à une question du jury. Et c'est eh bien, ça qui va vous faire perdre beaucoup de points parfois, et parfois même le jury vous mettra une note quasiment éliminatoire entre 0 et 5 parce que vous avez dit une énormité, donc ils ne veulent pas tout simplement vous voir professeur des écoles dans quelques mois après, parce que eh bien, ils ne vous considéreront pas prêt pour avoir en tout cas la posture et devenir leur collègue à la rentrée d'après.
L'expérience aussi est importante à mettre en avant, donc ça sera l'occasion, l'expérience, euh, vous pourrez la mettre en avant durant vos oraux, et notamment les périodes d'entretien et de motivation. C'est un concours beaucoup plus professionnalisant, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble. L'épreuve écrite d'application notamment demande à chaque fois une mise en situation, donc développer des séances, etc. C'est comme si vous étiez déjà professeur, et les épreuves orales, forcément, vous plongent déjà dans la réalité du métier. Et donc, eh bien, il faudra à ce moment-là, notamment dans les oraux de motivation, mettre en avant les expériences et valoriser certaines expériences que vous avez pu avoir, des stages, peu importe les stages que vous avez faits, d'autres expériences, si vous avez été à ESH, si vous avez eu de BAFA par exemple. Attention au syndrome de la maman ou du papa, c'est-à-dire mettre en avant le fait que vous êtes parent et donc que vous avez l'habitude d'être avec des enfants et de leur faire la classe à la maison. Là, vous vous mettez dans une posture pas du tout professionnelle, mais une posture de parent. Et donc attention à ça, vraiment, il faudra se défaire de ça, c'est vraiment un piège à éviter. Et chez Objectif CRPE, vous aurez la possibilité d'avoir des conventions de stage pour pouvoir faire des stages d'observation durant l'année. Ça peut être intéressant justement pour notamment, pourquoi pas, mettre en avant cette expérience ensuite au moment de votre oral. Dernier point à évoquer, jamais seul tu seras, puisque comme je l'ai dit, préparer le concours, c'est jamais évident quand on est seul. Il y a pas mal de groupes Facebook qui existent, donc je vous conseille d'aller voir ces groupes, de s'y ajouter. Vous pourrez trouver des communautés et peut-être des groupes de travail. Chez Objectif CRPE, on a des groupes de travail pour nos étudiants. Donc, pour rappel, cette année, ce sont la promotion des Magnolia. Et donc, nos groupes de travail permettent tout simplement à nos élèves de poser des questions. Il y a des professeurs qui sont là dans les groupes pour répondre aux questions. Vous répondez aussi, très souvent, ils se répondent entre eux. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas être seul, puisque s'il y a quelque chose qui vous bloque, ça peut être compliqué ensuite. Et au contraire, là, le fait d'être avec d'autres personnes, ils pourront vous aider. Vous pouvez échanger vos copies, par exemple, ça c'est toujours bien. Des plus petits groupes de travail aussi à faire, soit avec des personnes qui sont autour de chez vous, pour vous voir, mais aussi à distance, c'est tout à fait faisable avec des outils de visioconférence, par exemple. Alors, juste avant de développer un peu, après c'est des choses que j'ai déjà dites, mais sur la préparation annuelle au concours chez nous, une question de Morgane. On est combien de personnes dans les séances d'entraînement collectif, demande Morgane, et dans les cours? Alors, dans les séances d'entraînement collectif, vous êtes assez peu nombreux. En fait, l'idée des séances d'entraînement collectif, c'est qu'il y a le chat qui est là, mais que vous travaillez un peu chacun de votre côté, ensuite que vous puissiez échanger sur ce que vous venez de faire. Il y aura des séances aussi d'entraînement collectif pendant le cours, et dans ce cas-là, le professeur pourra avoir accès à vos propositions, par exemple, si c'est une séance d'entraînement collectif de raisonnement, du raisonnement rédigé, là, dont on a parlé tout à l'heure, il pourra commenter en direct certains écrits des étudiants. Et du coup, combien de personnes dans les cours, ça dépend forcément des cours et du moment de l'année. Pardon. Donc je ne peux pas te dire de nombre exact par rapport aux personnes qui seront là. Mais en tout cas, sache que dans ces cours, tu as la possibilité de poser des questions. Il y a des personnes qui sont là dans le chat pour répondre à tes questions. Le professeur en live, lui aussi, pourra avoir accès au chat et donc répondre à tes questions comme je le fais actuellement. Et enfin, si tu regardes le cours en replay, tu auras aussi la possibilité de poser tes questions à travers un petit encadré qui est à côté de la vidéo, et tu recevras ensuite les réponses par mail sous 3-4 jours. Alors Namir demande, si on n'a aucune expérience, pas de BAFA, etc., comment réussir à se vendre? Est-ce que la posture dans son emploi actuel de formateur peut être mise en avant? Alors oui, le but, effectivement, et on vous aidera aussi à ça,
c'est de trouver dans votre parcours ce qui eh bien, peut être mis en avant et peut être lié aux compétences qu'on vous demandera une fois que vous serez professeur des écoles. Donc c'est ça qu'il faudra aussi mettre en avant si vous n'avez pas d'expérience directement liée à l'éducation, et ça peut arriver, et ce n'est pas grave. Jusque-là, tous les ans, on a des tas de personnes qui réussissent le concours. Alors il n'y avait pas cette partie de motivation jusque-là dans le concours, mais il y avait des oraux dans lesquels il y avait des échanges entre le jury et le candidat, et du coup, voilà, ça pose pas de problème qu'il n'y ait pas d'expérience avant. Il faut juste montrer que vous avez déjà la posture et montrer que peut-être certaines choses du parcours que vous avez eu, des choses que vous avez pu faire, eh bien, vous rapprochent des compétences qu'on demande à un professeur des écoles. Alors, la préparation annuelle, donc, je l'ai dit, hein, les remises à niveau, les cours fondamentaux en didactique et de français et des mathématiques, les modules de cours, du coup, pour préparer vraiment toutes les épreuves, les concours blancs avec vidéo correction, donc 3 dans chaque épreuve écrite, et les oraux blancs, 2 pour chaque épreuve orale. Donc ça, c'est tout ce que vous aurez si vous décidez de vous inscrire à la préparation annuelle. En sachant que d'ici à la fin de l'été, et même d'ici du coup début septembre, vous aurez du coup dès votre inscription accès à toutes les remises à niveau, tous les fondamentaux, donc vous pourrez commencer tout de suite. Et à partir de septembre, vous aurez bien début des cours en live. Donc je l'ai dit, hein, la live de rentrée pour nos étudiants, ça sera le 9 septembre. Donc si vous souhaitez vous inscrire, c'est encore tout à fait possible, vous ne louperez rien. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir des introductions un peu dans toutes les matières et très vite des approfondissements pour préparer vraiment, et des entraînements pour préparer toutes les épreuves. Vous aurez 3 à 4 cours en direct par semaine, et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont des cours qui ont lieu le soir à 20h en semaine, ou le week-end le samedi après-midi à 14h ou 15h, et le dimanche à 17h. Alors, on a une préparation 100% à distance. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas proche de vous. C'est-à-dire que, eh bien, on va pouvoir toutes les semaines avoir ce qu'on appelle les rendez-vous de la prépa. C'est des petits rendez-vous dans lesquels vous allez retrouver une personne de notre équipe, donc moi ou quelqu'un d'autre, qui va répondre à toutes vos questions, qui sera donc là pour vous. On sera disponible aussi toute l'année, hein, par téléphone, par mail. Vous avez un groupe Facebook réservé, j'en ai parlé, alors vous en avez 2, hein, un groupe de travail, donc là où il y a toutes les questions pédagogiques, mais vous avez aussi la cour de récré, où là c'est un endroit où vous pouvez échanger avec les autres étudiants, échanger des conseils de méthodologie, d'organisation de travail, faire des binômes, etc. Et puis on essaye de plus en plus de vous proposer eh bien, des cours de méthodologie de travail, avec des cours de relaxation, de gestion du stress, parce qu'on sait que ça sera une année difficile, et donc on veut être là aussi pour vous soutenir dans ces moments-là. Et des lives de mémorisation, j'en ai parlé. Et enfin, vous avez aussi une revue de presse qu'on vous communiquera tous les 15 jours pour eh bien, que vous soyez au courant de l'actualité liée au monde de l'éducation, qui pourra peut-être vous être utile pour les oraux. Et enfin, nos engagements, on travaille avec des enseignants, des examinateurs et des correcteurs qui sont vraiment experts du concours, et on a confiance en eux, on sait qu'ils sauront vous donner tous les meilleurs conseils et vous préparer de la meilleure des façons possibles. On est une équipe qui sera disponible et réactive tout au long de l'année. Les enseignants sont disponibles, hein, je l'ai dit, à travers le groupe Facebook, ou quand vous posez des questions, soit en live, soit sur le cours en replay. Les copies corrigées également, j'en ai parlé, les cours en live, etc. Et donc, si vous souhaitez rejoindre Objectif CRPE, eh bien, voici les tarifs. Pour la préparation annuelle, donc, le tarif est de 2 300 €. Et pour tous les financements, le tarif est de 2 500 € pour tout ce qui est gestion de dossiers, etc. Alors, des financements sont possibles, hein, on le sait que 2 300 €, c'est un investissement, c'est important comme somme. Et c'est pour ça que nous avons notamment développé un programme égalité des chances qui nous permet de proposer à des étudiants sur des critères personnels, enfin en fonction de vos situations personnelles et financières, on vous propose des réductions. Vous avez aussi la possibilité de vous faire financer. Il y a pas mal de possibilités, notamment via le CPF, hein, pour tous ceux qui ont déjà travaillé dans le privé.
Et il y a des facilités de paiement pour échelonner tout ça. Donc voilà, ça pour tous ces si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous voyez le numéro ici. Vous avez aussi la possibilité, de prendre des rendez-vous individuels depuis notre site. Donc là, vous avez, l'URL aussi, hein, objectif-crpe.fr/rendez-vous. Vous choisissez un créneau et on vous rappelle ensuite, pour, aussi vous pourrez avoir la possibilité, bien entendu, qu'on vous présente l'espace vidéo sur lequel vous pourrez, travailler. Et enfin, on vous invite, sur, Facebook à un prochain live qui aura lieu donc mardi prochain. Ça sera la grande rentrée d'Objectif CRPE, ça sera donc animé par Margot et le but, eh bien, c'est de lancer tous ensemble, l'année de préparation qui nous attend et c'est un live donc qui sera sur notre page Facebook, donc comme celui-ci et donc qui est ouvert à tout le monde. Donc vous êtes, également les bienvenus donc mardi prochain à 19h. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la rentrée pour nos étudiants, eux, ce sera le 9 septembre. Et enfin, Objectif CRPE, c'est aussi une communauté d'entraide et une communauté de personnes, de candidats qui préparent le concours. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous fera, on essaiera de vous tenir au courant de toute l'actualité liée au concours à chaque fois qu'il y a des nouvelles qui sortent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et on est même sur Pinterest. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous ces réseaux sociaux. Et donc Véro, la grande rentrée Facebook pour tout le monde, c'est le 7 septembre à 19h. Et la rentrée pour les Magnolias, je ne sais pas si vous faites partie déjà des Magnolias ou si vous souhaitez les rejoindre, mais en tout cas, pour nos étudiants, ça sera le 9 septembre à 20h. Voilà pour cette présentation. J'espère que j'ai été clair. J'espère qu'on a répondu aussi à toutes vos questions, que ce soit moi ici en vidéo, Joséphine également, merci à elle dans le chat. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur le concours, sur notre préparation, n'hésitez pas à nous contacter. On reste disponible. Et puis, je vais vous souhaiter tout simplement une bonne soirée et à bientôt aussi pour ceux qui nous regardent en replay. On reste disponible hein, sur les réseaux sociaux notamment, ou par mail ou par téléphone. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt chez Objectif CRPE.